Bonjour Brian, Bonjour Annabelle. bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau temps d'un échange. Et aujourd'hui, on va retrouver un invité spécial. Je le présente ou... Ah non, non, vas-y, présente, présente. Ok. Alors, je sais pas, j'ai oublié de lui demander comment on prononçait son nom de famille. C'était Chesnoir ou Oula, Chenoir. Comment? Je vais le dire tout de suite. Il nous entend. Donc aujourd'hui, on oui. accueille Michael Chesnoir. Il me semble que ça se dit comme ça. Donc, mesdames et messieurs, chers futurs boulangers et pâtissiers, je vais vous parler aujourd'hui d'un artisan exceptionnel. Donc, on a compris qu'il s'agissait de Michael Chesnoyard, qui est meilleur ouvrier de France en boulangerie, rien que ça. Il est originaire en fait de Maine-et-Loire et il incarne la passion et l'innovation dans notre métier. Et il a été sacré MOF en 2011. Il a réussi également à transformer ses rêves en réalité grâce à un travail acharné et une créativité sans limite. Sa philosophie, c'est l'ouverture d'esprit et l'excellence, je peux le confirmer. Après avoir travaillé comme technicien conseil dans une minoterie, il a développé une approche unique de notre métier. Ses voyages internationaux au Japon et au Canada lui ont permis de rapporter des techniques et des inspirations qui enrichissent sa pratique au quotidien. Et sa boulangerie, Les Copains d'abord, à Trélazé, est bien plus qu'un commerce, c'est un laboratoire d'innovation. Il a créé des produits signatures comme sa baguette surnommée affectueusement La Copine et des viennoiseries maison qui racontent son histoire. Qu'est-ce qui le distingue? C'est sa capacité en fait à allier tradition et modernité. Michael parle toujours en général de balance. Il utilise la technique artisanale tout en restant ouvert aux nouvelles technologies. Comme en témoigne son adoption du Krusty Witch, j'ai hâte de connaître, ou sa gamme de pains signature pour l'Angélus. Donc, Michael Chesnoir croit profondément en la transition. Il est formateur international. Il partage sa passion et son savoir-faire avec la conviction que seul on ne fait rien. Et chacun de ces pains porte le nom d'une personne qui a compté dans son parcours, symbole de la reconnaissance envers ceux qui l'ont accompagné. Pour lui, être boulanger, ce n'est pas seulement faire du pain, c'est raconter une histoire, transmettre des valeurs et créer un lien, un message inspirant pour votre future carrière. Voilà comment j'ai Waouh. envie d'introduire aujourd'hui Michael, qui est avec nous. Bonjour Michael. Bonjour. Bonjour Michael. Comment tu prononces d'ailleurs ton nom de famille du coup, parce que j'avais peur de... Chez Noir. On dit chez Noir. Le S, on le dit pas. Mais après, Ah, d'accord. Chez on est Noir. chez Noir. Chez Noir. Mais Excuse-moi alors. Je suis on désolée écorche d'avoir été... tellement mon nom qu'il n'y a pas de souci. D'accord. Parce qu'en fait, il me semblait, je me suis renseignée, j'ai regardé des vidéos avant et il disait bien le chess. Alors, chez On Noir. dit, Ok. on dit comme on veut. On dit comme on veut. Il n'y a pas de Ok. souci. Eh ben, bienvenue Merci pour ce beaucoup. petit moment, le temps d'un échange. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, c'est échanger ensemble autour bah, de ton parcours, de certaines questions, enfin des questions qu'ont nos apprenants régulièrement. Donc, on t'a préparé une petite liste de questions. Évidemment, tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui peuvent poser des questions en direct, que ça soit sur la viennoiserie, le pain. On va parler aujourd'hui Brian, il me semble, hein, du levain, des innovations. C'est Et ça. pour moi, en fait, Michael, c'est celui qui représentait tout ça pour pouvoir vous expliquer. Donc, voilà, on va commencer tranquillement. Et ensuite, alors moi, vu que j'ai les questions, t'hésites pas à me dire, Brian, si tu... Alors, si j'ai des questions aussi de mon côté sur la plateforme ou sur Facebook, je vous le fais savoir. Euh, D'accord. Après, bah, je te laisse. Effectivement, tu as déjà fait une belle présentation hein, de Michael. Je pense qu'il a apprécié. Merci beaucoup, Annabelle. C'est très gentil. Tu t'es bien renseigné quand même, hein. T'as vu ça? Non, mais Pas les n'hésitez choses pas. à Si moitié. vous, si vous avez la moindre question, je suis là. Je suis là pour vous. Alors, déjà, on va parler, bah, comme, est-ce que toi, déjà, moi, j'ai fait une petite introduction, mais parler un petit peu, bah, de ton point de vue par rapport à ton parcours et de pourquoi, en fait, tu es toujours à la recherche de ces innovations techniques ou, Pourquoi je suis toujours à la recherche d'innovation technique? Parce qu'en fait, faut pas beaucoup s'arrêter dans le métier, hein. Parce que si tu t'arrêtes, si t'arrêtes d'apprendre, d'être curieux, c'est vrai qu'on a des métiers de passion et ça va très très vite en fait. Notre métier, il va. Alors nous, la boulangerie, hein, en fait, on utilise 4 ingrédients.
de l'eau, du sel, de la levure ou du levain. Mais globalement, depuis des milliers et des milliers d'années, le pain, c'est un peu ça, quoi. Donc si on arrête d'avancer et d'apprendre, bah, en fait, déjà, de une, on va se faire chier assez vite. Et, et voilà, quoi. Donc, non, non, et puis moi, c'est dans ma nature, en fait. Je suis assez curieux de nature, donc voilà. D'accord. Euh, les questions récurrentes que l'on trouve, nous, en général, en boulangerie, ça va être par rapport au levain, parce que c'est un peu, si tu veux, le mystère quand on découvre la pâtisserie. Et toi, en fait, quelle est ta méthode préférée pour créer et entretenir un levain naturel? Hmm. Oh là, il y en a tellement. C'est vrai que quand tu commences à parler des levains, en fait, c'est un petit peu Oui. comme si tu commençais à parler des religions, en fait. Ok, Tout, tout le d'accord. monde a, tout le monde a sa méthode. Ok, Et en fait, au final, il y en a pas un qui a plus raison que l'autre, en fait. Donc, d'accord. euh, la première grande règle, pour moi, je dirais, déjà pour le créer, il y a différentes méthodes. Soit tu peux prendre du seigle de base, de la farine de seigle. D'accord. Ça, c'est ce que je faisais beaucoup. Enfin, voilà. Enfin, chez les clients, quand j'allais en clientèle, pour aller assez vite, tu prends de la farine de seigle, tu mets un petit peu de miel, tu prends de l'eau à, voilà, dans les à peu près, je dirais 35-40 degrés. Tu D'accord. mélanges, tu mélanges à peu près à 120, 140% en fonction de la farine de seigle. Tu la laisses pendant 24 heures et puis au bout de 24 heures, tu auras un petit début de fermentation. D'accord. Après, tu prends, allez, pour 1 kilo de cette masse, tu mets 1 kilo de farine de blé. Au D'accord. départ, tu peux prendre de la farine de meule type 80. Ah oui. Et voilà, parce que en fait, plus tu vas avoir de fibres, en fait, les sons Oui. de la farine, les fibres, plus ça va aider en fait nos micro-organismes en fait à avoir de la nourriture en fait. D'accord. Ok. Ok. Et après, toujours à pareil, de l'eau entre 28 et 32 degrés. Ok. Et Ce que tu appelles là, les rafraîchis? voilà, c'est ça en fait. Les Ok. rafraîchis, c'est comme un repas. C'est comme quand on va manger. Et ben le levain, en fait, la fermentation, c'est pour résumer, en fait, c'est un petit peu comme un humain en fait. Nous, Oui. on a besoin d'eau, de nourriture et de chaleur en fait pour être bien, pour bien vivre. Et ben le levain, c'est pareil en fait. Si D'accord. on veut créer de la fermentation, c'est un petit peu ça. Et et après, bah voilà, en fait, faut lui donner de la nourriture. Donc, faut toujours garder une part un petit peu de souche, un petit peu, enfin, de la farine et de l'eau. Et quand D'accord. on a, et ça, c'est super important. Faut tout peser. Donc, vous partez sur 1 kilo de farine. Et après, c'est là en fonction des religions. Il y en a, ils vont mettre entre 30 et 100% de levain. Il y en a, ils vont mettre entre 50 et 100% d'eau pour faire soit des levains durs, soit des levains plutôt liquides. D'accord. Et derrière, un coup qu'on a compris ça, que tu pèses tous les jours, que tu fais toujours la même chose, globalement, vous allez réussir à tenir votre levain. C'est vrai qu'il y a un gros mythe, il y a un gros mythe autour de tout ça. On s'en fait un peu une maladie. Mais, D'accord. mais sincèrement, si tu comprends cette grande règle, comme en pâtisserie, en fait. En pâtisserie, alors, je parle toujours d'équilibre. Parler de balance, d'équilibre. Pour moi, tout a un équilibre, en fait. Donc, une recette de pâtisserie, elle est équilibrée, en fait. Si t'as trop de gélatine ou pas assez de gélatine, bah, ta mousse ou ton gâteau, ça va pas le faire, quoi. Donc c'est pareil. Ton levain, en fonction d'où tu es, en fonction de tes farines, et en fonction de ce que tu veux faire, tu vas mettre par exemple plus ou moins de souche ou plus ou moins d'eau, et derrière, ton équilibre, il va être là. Les grandes règles, c'est peser, ok, par rapport à 1 kilo de farine. Ok. L'eau, la température de l'eau, essayer Oui. de maintenir entre 28 et 32 degrés parce que en dessous on va créer trop d'acidité et au-dessus ça va un peu tout brûler donc c'est pas terrible. Et Et comment puis tu fais pour après, maintenir ta température, par exemple? Si tu le laisses 2 jours, il fait, là, par exemple, il fait 20 chez moi, j'ai envie de faire mon levain. Comment je le maintiens à 28? alors 28 c'est la température de l'eau en fait, ok. Ouais. L'idéal c'est que quand on a fini de le rafraîchir, faut que Oui. ton levain il soit entre
je dirais 27 et 30 degrés. Ok. 27 degrés, c'est la température à laquelle la levure, en fait, elle a sa fermentation optimum. Oui. Ok. Et, et un levain actif, en fait, vous avez qu'à vous dire, par exemple, si vous le faites, pour commencer au départ, c'est plus facile avec du levain liquide, en fait. Vous prenez 1 kilo de farine, 1 litre d'eau à 30 degrés, 500 grammes de souche, ok? Vous le mélangez. Votre levain en fin de rafraîchi doit être entre 28 et 30 degrés. Un coup que tout est mélangé, vous mettez ça à 28 et 30, entre 28 et 30 degrés dans une chambre ou dans une étuve. Et au bout de 3 heures, entre 2h30 et 3 heures, ton levain il doit arriver à ton pic d'activité. D'accord. Donc là, en fait, c'est un signe que ton levain il est en bonne forme. Moi, quand j'arrivais chez un client, en fait, moi, mon métier avant, un jour j'étais à Quimper, le lendemain j'étais à Tours, le lendemain j'étais à La Rochelle, et j'arrivais et bon alors c'est pour ça que j'avais toujours mon levain avec moi dans la voiture. D'accord. Ah, j'étais un petit peu un gitan, un petit peu un voyageur de la boulange. Donc en fait j'avais tout le temps Jamais mon sans levain. son levain. Donc il y a des fois par exemple s'il fallait que je commence, j'avais 2h30 de route pour aller à La Rochelle, je faisais mon rafraîchi en partant chez moi. J'arrivais chez mon client, mon levain il était bien. Ok. D'accord. Et je pouvais commencer à travailler. Ok, donc on n'est pas obligé, sachant que là, nos apprenants, nous, ils sont en distanciel, ils ont leur stage en entreprise, évidemment. Mais là, tu parlais de chambre de fermentation, t'es pas obligé d'avoir de chambre de fermentation pour faire ton levain si t'as pas le. Alors, imaginons que tu vois, tu t'es en Si, ouais. boulangerie, tu veux faire. En fait, j'ai envie de dire dans l'absolu non. Dans l'absolu non, t'es pas obligé en fait. Mais c'est comme si t'es pas obligé d'avoir un congélateur pour faire des gâteaux. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Je suis d'accord. Donc en fait dans l'absolu non, t'es pas obligé en fait. À partir du moment où si par exemple je me dis moi par exemple demain j'ai pas de chambre de fermentation. Ok, Bah, je vais prendre un contenant qui va ressembler plutôt à un seau, quelque chose d'assez court, d'assez haut, pour essayer de me maintenir en fait une température. Parce que si tu fais ça dans un bac à plat, bah en fait, tu vois, la température va vite en fait refroidir. d'accord. Que si tu le fais dans un seau, dans un pichet assez haut, tu vas vite garder en fait, tu vas maintenir ta température. L'objectif c'est D'accord. de maintenir ta température entre 28 et 30 degrés. Ok. Parce que si ça refroidit, bah, en fait, tu vas Mhm. bloquer ta fermentation. D'accord. Ok. Donc voilà, faut maintenir entre 28 et 30 degrés. Voilà, l'objectif, c'est de maintenir entre 28 et 30 degrés pendant 3 heures. Et puis, un coup que ton levain, il arrive à ton pic d'activité, bah, soit tu l'utilises, ou soit tu le stabilises à 3 degrés. D'accord, tu le stabilises pour le conserver. Et derrière, un coup qu'il est stabilisé à 3 degrés, le lendemain, tu le rafraîchis. Ok. Et Tu le- tu refais la même étape. Et tu refais la même étape. Et voilà. D'accord. Donc, c'est Ok. simple. Ouais, c'est simple. Quand Et on est qu'est-ce que tu peux faire comme erreur justement? C'est si tu montes trop les erreurs les plus courantes en fait à éviter lors du. La première erreur, enfin, globalement, moi, ce que je voyais, voilà, c'était en fait quand on pesait pas la souche, en fait. La souche, D'accord. en gros, ça va être le repas, ok? Ça va être ce qui va permettre au levain de fermenter. Et on dit qu'il faut manger équilibré. Donc, Oui. si tu mets trop de levain ou pas assez de levain, en fait, ton repas, tu vas pas avoir, soit tu vas avoir trop de ferment, soit tu vas pas en avoir assez, en fait. Ok. Donc déjà, peser la souche, c'est hyper important. D'accord. Deuxième règle, ben en fait, oh putain, j'ai pas le temps, machin, je prends de l'eau, puis je coule de l'eau froide en fait. D'accord. Bah, si tu mets de l'eau froide, je te mets dehors par les températures qu'il fait, tu vas pas être bien en fait. Oui. Tu vois, tu vas pas te donner quoi. Donc Mhm. et au contraire, si t'es trop chaud, c'est pareil. Si je te mets, comme on était au Mexique quand il faisait très très chaud, Oui. euh, t'es pas bien non plus en fait. Oui. Donc en général, t'es bien entre un humain, voilà, t'es bien, voilà, entre 25, 27, ça dépend des tempéraments. Moi, j'ai plutôt un teint irlandais, donc je suis bien, voilà, entre 25, 27.
Mais le levain, il va être bien en général entre 28 et 30. Entre 28 et 30. Ok. Et voilà. Et après, utiliser une farine sans additifs, ça c'est hyper important. Ok. Parce que les additifs, en fait, ça va bloquer la fermentation, en fait. Ça aime pas. Qu'est-ce qu'il y a d'additif couramment dans les farines? Bah, l'acide ascorbique, c'est le premier. En soi, c'est pas mauvais, en fait. L'acide ascorbique, c'est de la vitamine C, en fait. Oui, E300, même si c'est un E, c'est de la vitamine C. Nous, oui, oui. donc voilà. C'est pour corriger les farines, c'est pour renforcer le gluten. Mais D'accord. le levain, il aime pas. Derrière, bon, faut vraiment avoir des farines un peu chargées, mais tout ce qui est les E471, 72, les monodiglycérides d'acide gras, ça, pareil, c'est pas terrible. Les D'accord. émulsifiants. Donc, une farine sans additifs, et puis une farine avec des fibres pour qu'elles aient de la Ouais. nourriture. Voilà, une farine avec des fibres, des farines de meule type 80. Pas la peine d'aller trop, hein, vous pouvez en faire, mais derrière, ça risque de vous faire des levains en fait qui fermentent un peu trop vite et ils sont un peu moins stables. D'accord. Ok. Pour ça que c'est bien de pas avoir, même quand tu fais une pâte à brioche ou autre, faut pas que ta farine soit pas trop blanche. Alors, il faut quand même qu'elle soit blanche pour créer le réseau glutineux. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut quand même qu'elle ait assez de fibres pour nourrir, même si on ajoute du sucre. Ça, tu vois, c'est des questions, ça. Bah, ouais, quand même pour la viennoiserie, il faut essayer d'aller plutôt vers des types 45 en fait. Ah ouais, plutôt. Tu Ouais, mets pas parce qu'en un fait, petit peu de 65, genre un petit pourcentage. Non. tu peux, ouais, ouais, tu peux, ça va dépendre, en fait, encore une fois, ça va dépendre de ta farine 45 de base. Tu peux Ok. en mettre. Après, en fait, plus tu vas, alors sur la viennoiserie, en fait, à quoi ça sert la type 45? Ça sert vraiment, en fait, à avoir un réseau de gluten assez fort parce que Oui. dans la viennoiserie, on va mettre le sucre et le sucre, en Oui. fait, ça fait Nourriture. détendre. Mm. Le Ah, sucre, en ok. fait, le sucre, ça va capter toute l'eau de partout, de la levure, des œufs, du beurre et tout ça. Et en fait, ça va venir en fait charger, ça va venir en fait vraiment affaiblir ton gluten. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir des farines type 45 parce que plus tu vas mettre de sucre, d'œufs, de beurre et tout ça, bah ça en fait le gluten en fait c'est un peu compliqué pour lui en fait. Donc c'est pour ça que tu vas utiliser des farines un peu plus riches en protéines pour justement supporter tout ça. Et plus ta recette en fait elle va être riche, bah plus il va te falloir de force. Bah oui. Ok. Et les fibres de la type 80 et tout ça, les fibres ça vient justement en fait couper en fait, t'as les petites amylases en fait qui viennent en Oui. fait et des enzymes qui viennent en fait couper en fait tes chaînes de gluten en fait. Donc Mhm. t'accélères la dégradation alors que toi tu veux de la force. Bien sûr. Question équilibre. Question d'équilibre. Tout à fait. Ok. J'ai basculé un petit peu sur, avant d'aller dans la créativité en boulangerie, en fait, on a fait un petit diaporama avec Brian pour présenter. Donc moi, je t'ai présenté comme ça brièvement, mais un petit peu ouais ton parcours par rapport, on va voir ta boulangerie, ton histoire, bah ce Krusty Witch, voilà là. Donc ça, c'est ta boulangerie, Ça, c'est ma boulangerie ouais, qu'on a créée, ça va faire 5 ans ouais, avec Marie, ma d'accord. femme. Donc les copains d'abord. Donc Les pourquoi copains artisan d'abord. boulanger qui voyage? Donc tu as voyagé au Japon, mais pourquoi ça a été vraiment le leitmotiv dans ta boutique, quoi, de le mettre vraiment sur la devanture? Alors pour revenir à la question de base, moi mon parcours. Oui. Donc moi je suis issu, donc moi j'ai jamais eu de famille dans la boulangerie. J'ai fait ma généalogie jusqu'en 1500 et des brouettes. J'ai jamais eu un boulanger dans ma famille ni un pâtissier en fait. Ok. Moi je suis issu d'une famille de potiers en fait. Donc mes parents, ils étaient artisans potiers, voilà, agriculteurs et tout ça dans génération en génération. Et comment je suis venu à la boulange? Alors, en fait, c'est très très jeune en fait, on allait aider. Et un jour, je dis à ma mère, je dis maman, je vais bien aider, mais je vais être payé. J'avais déjà une notion du business quand même. Je vais être payé. Et elle me dit, tu vas être payé, mais tu vas être payé comment? Je dis, je vais être payé en pain au chocolat. Tu vas être payé en pain au chocolat, t'as qu'à devenir boulanger, qu'elle me dit. Mais j'avais 5 ans. Et ça m'a jamais quitté. Ça m'a jamais quitté. Donc elle m'a D'accord. dit, il faut que je devienne boulanger, je vais devenir boulanger.
Et c'est comme ça, en fait. Puis après, j'ai fait des stages de troisième et tout ça. Et puis j'ai commencé, j'ai trouvé un apprentissage. J'ai trouvé un apprentissage où là, j'étais nul, mais nul, nul puissance 28. Et voilà. Et donc la veille, je me souviens toute ma vie, la veille des 2 mois auxquels tu peux rompre le contrat, Stéphane, mon chef, que j'appelle tout le temps mon chef, c'est mon chef de cœur, il me dit, bah, Mickaël, je vois bien que t'as du mal, si tu reviens pas demain, c'est pas grave, hein. Par Ah contre, si ouais, tu reviens d'accord, demain, carrément. ah bah oui, il me dit, par contre, si tu viens demain, tu te mets au taf parce que là, ça va pas. Et moi, je me voyais revenir dire à mes parents qui travaillaient 15 heures par jour, bah, je me suis fait virer. Je me suis dit, et là, j'ai dû merder quelque part. Faut vraiment que je me bouge, quoi. Et là, je me suis bougé, mais je me suis mis à me bouger. Je, mais vraiment, je me suis mis dans les bouquins, à apprendre. Je revenais les après-midi. C'était une toute petite entreprise, donc l'après-midi, ils faisaient le chocolat, la pâtisserie, les glaces. J'allais voir tout, moi. J'allais voir tout, j'allais voir tout, j'allais voir tout. Et puis après, bah, en fait, plus tu travailles, bah en gros, meilleur t'es. Puis meilleur t'es, bah plus on te donne de tâches à faire. Plus on te donne de tâches à faire, plus tu t'améliores. Et puis en gros, c'est un petit peu comme ça que j'ai avancé. Après, mes profs, ils m'ont mis un peu dans les concours. Donc j'ai fait les meilleurs apprentis. J'étais meilleur apprenti du département. Après au régional, je me suis vautré. Après en BP, ils m'ont emmené aux Olympiades. Et aux Olympiades, j'ai fini deuxième mondial. Ok. Et voilà. Waouh. Et après, ça, c'est pendant que j'étais en train de faire mon brevet de maîtrise. Et après mon brevet de maîtrise, j'ai été contacté par un moulin. Voilà. J'avais 21 ans et je me suis dit, ils vont jamais m'embaucher parce que j'étais trop jeune. Moi, j'avais fait qu'une entreprise et voilà. Et puis, ils m'ont embauché. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, à voyager. Donc, au départ, le moulin, il est situé, pas très loin de Nantes. Donc, en D'accord. gros, je bougeais sur les départements. J'allais jusqu'à Tours, en bas jusqu'à Royan et dans les terres jusqu'à à peu près Lorient. D'accord. Donc ça, c'était mon secteur. Donc j'avais quand même, donc je bougeais tous les jours. J'allais chez un client différent. D'accord. Et donc les clients, ils me demandaient mais des trucs. Alors déjà, fallait s'habituer au matériel parce que bah, le matériel, souvent, c'était un petit peu, c'est pas toujours le grand luxe. Des fois, j'avais des demandes un petit peu farfelues, mais bon, bah comme c'est un client, faut t'essayes quoi. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça en fait de fil en aiguille où bah j'ai appris. Enfin en fait j'ai testé plein de trucs et j'ai beaucoup 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 appris en fait. Ça a été vraiment une période hyper formatrice quoi. Ah ouais, hyper formatrice parce que tu as été confrontée à des choses, comme tu dis, des demandes et tout. C'est C'est ça ça. qui forge le caractère et qui donne des expériences, comme tu dis, ouais. Mais c'est ça en fait, il y a que le travail en fait. Moi j'ai fait à peu près, toi j'ai fait, j'ai arrêté de compter, mais j'ai fait plus de 1000 labos toi. J'ai fait plus de 1000 entreprises. Ah ouais, Donc avec 1000 profils d'ouvriers, 1000 profils de patrons, donc en fait c'est pour ça que quand je te dis, tu vois, on parlait du levain, mais c'est vrai que c'est typique le levain. Je l'avais tous les jours avec moi en fait, et j'étais tous les jours obligé de m'en occuper parce que souvent en fait on dit c'est comme un bébé le levain, mais faut s'en occuper, faut en prendre soin. Mais c'est exactement ça en fait, c'est exactement ça. d'accord. Et donc voilà, et donc les copains d'abord, bon, mon parcours. Un jour, j'ai un client qui me dit, Mickaël, on est en train de faire une fête, machin, et il me dit, Mickaël, faut que tu t'inscrives au MOF. Je dis, mais t'es complètement bourré, arrête tes conneries. Puis il me dit, mais si, il faut que tu le fasses. Mais il faut que tu le fasses. Parce que si, parce que là, et machin, et puis pendant 5 minutes, il arrêtait pas. Puis le lendemain, je me suis inscrit. Un coup de C'est tête, je me vrai? suis inscrit. Sans en parler à mon patron puis mon responsable. Le lendemain, je le vois, je dis, bah, en fait, je me suis inscrit au MOF. Ah, de quoi? Puis du coup, voilà, pendant 2 ans, j'ai travaillé, mais moi, je connaissais, en fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que je connaissais zéro MOF, moi, en fait. On me dit, faut que t'aies des parrains, faut que t'aies ci. Moi, on m'a donné 3 raisons pour lesquelles, j'allais jamais être titré MOF. De une, j'étais trop jeune, j'avais 26 ans. De deux, du premier coup, c'était impossible. Et de trois, bah, de toute façon, tu connais personne, tu viens de ta cambrousse, et tu y arriveras jamais, quoi. Je leur ai dit, bah attends, je vais bosser, et puis derrière, on verra. Mais moi, j'avais aucune prétention déjà à devenir MOF, déjà de une.
Moi, j'allais en fait, comme ça faisait à peu près 5 ans que je tournais dans les boulangeries, Oui, 5 6 ans. Je voulais en fait situer un petit peu ce que je disais à mes clients. En fait, les conseils que je donnais aux clients, je voulais me situer. Et bien en fait, bah comment tu te situes en fait? C'est compliqué en fait pour se situer dans bah notre oui. métier. Bah le meilleur moyen en fait, je me suis dit bah ouais, je vais aller me frotter au meilleur comme ça on verra bien. Puis derrière, si derrière je me vautre, bah je me vautre, c'est pas grave en fait, j'aurais essayé quoi. Ah Puis ouais. j'ai passé les demi-finales, puis après j'ai été en finale et puis voilà. Et après donc du coup quand j'ai été en finale, j'ai été très mof. Et là mon terrain de jeu, il a commencé à s'ouvrir en fait sur la France. Après il a Oui. commencé à s'ouvrir un peu sur l'Europe. Et un jour on m'a demandé d'aller au Japon. Donc je dis mais le Japon c'est incroyable. Et j'étais au Japon et c'était au début des réseaux sociaux et tout ça et où j'avais vu un petit peu qu'il y avait quelque chose à faire avec. Et voilà, et puis j'ai commencé à communiquer et ça a explosé. En 6 mois, j'ai fait la Chine, la Corée, ça a explosé derrière. Et, et derrière, voilà, et derrière, j'ai voyagé, je sais pas combien de pays j'ai fait, je sais pas, 30, 35, quoi. Et, et j'ai rencontré beaucoup, 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 beaucoup de personnes, beaucoup de techniques aussi différentes. C'est vrai que quand tu deviens mof, on me dit que tu arrives en haut d'une pyramide, en fait. On me dit que c'est un aboutissement, en fait. Oui. C'est le haut de la pyramide. C'est le Saint Graal. Et ouais, c'est le Saint Graal, en fait. Et ben, en fait, pour moi, la pyramide, elle s'est inversée, en fait. Plus je bougeais, et ça devenait un sablier, en fait. Plus je bougeais, et moi, j'avais l'impression de connaître mon métier. Parce qu'en fait, je découvrais ma première grosse claque, ça a été le chocopan. Le chocopan, c'est le pain de mie en fait qu'ils font au Japon. J'avais D'accord. jamais mangé un truc aussi moelleux. C'était mais même maintenant quand c'est un peu ma madeleine quoi, mais c'est un truc de fou, et donc ils ont mais des techniques avec des emplois et tout ça euh, c'est incroyable. À Hong Kong, j'ai travaillé avec un Hongkongais là, mais il travaillait et lui, il hydratait au glaçon. Il n'était pas d'eau, il mettait que des glaçons. D'accord. Ok. Donc et là, tu te dis mais c'est quoi ce truc? Et en fait, c'était un super. Alors lui, par contre, il prenait pas de température, rien. Il faisait tout à la mano comme ça. Et c'était un super professionnel, quoi. Vraiment un D'accord. super professionnel. Donc en fait, plus je bougeais et moins j'avais l'impression En de connaître mon question, quoi. métier. De quoi, pardon? Ça te fait te remettre en question et te dire et de voir des nouvelles choses et tu dis bah en fait je croyais voilà avoir tout vu mais j'ai rien vu du tout quoi. Enfin, En fait, t'es toujours le meilleur chez toi. Dans ton labo, t'es toujours le meilleur. T'es toujours champion du monde dans ton labo. C'est toujours ce que j'ai entendu dire, moi. Et en fait, le fait de bouger, pourquoi les copains d'abord et pourquoi ça me tient autant à cœur de parler de mes voyages, en fait, c'est les rencontres qui font ce qu'on est. Moi, si j'avais pas eu la chance de rencontrer des gens qui me posent des questions tordues, des gens qui m'ont transmis sans même le savoir. Donc en fait, tout seul tu fais rien, tout seul tu fais rien. c'est Donc vrai. et c'est pour ça en fait, c'est pour ça que moi je voulais vraiment. Alors moi de base je voulais pas m'installer en fait. J'avais toujours dit que je m'installerais jamais. Et de deux, j'avais toujours dit que je ferais jamais de création parce que faut être un peu taré. Voilà, j'ai tout recumulé, mais le seul truc qui me tenait à cœur, c'était vraiment de parler des gens et de rendre hommage un petit peu euh, À ce contact des humain gens. que tu as eu aux gens qui ont fait ce que tu es devenu. Exactement, exactement. Donc voilà, et au quotidien, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure en intro, mais tous mes pains, ils portent le nom de quelqu'un ou d'un endroit qui m'ont été chers. Mes noms de gâteaux, c'est pareil. Tout a une histoire. C'est vrai que j'ai des panneaux bon, de quelques Oui, destinations, voilà, dans on a pu voir tout à l'heure. Ouais, Ouais, c'est ici. ça. Donc, vous voyez, en fait, il y a les petits noms. Alors, voilà, j'ai mes champs de blé parce que nous, on utilise vraiment des blés. On essaie d'utiliser des blés assez locaux. Voilà, il y a Shanghai, Adélaïde, Saint-Pétersbourg. Enfin, voilà, il y en a, il y a plein de noms
Et voilà quoi un petit peu quoi. Pourquoi le boulanger qui voyage? Parce que je continue encore de voyager un petit peu quoi. J'essaye. Donc c'est voyager, voyager, on va dire physiquement, mais voyager aussi, comme tu dis, tes voyages, tes rencontres ça fait partie du voyage aussi. Ouais, c'est ça. Et puis tu ramènes chaque fois que je vais chez un autre artisan ou voilà, tu vois des choses et tu continues, tu restes toujours en éveil. Et c'est vrai qu'on a, comme je le disais, en fait, on a un métier où faut vraiment, faut pas beaucoup se reposer sur ses lauriers, hein. Si tu veux toujours tenir le wagon, moi, la première chose que, à chaque fois, depuis que je suis titré MOF, je me, j'ai qu'une phrase en test. Je me suis toujours dit, c'est éphémère en fait, c'est éphémère. Ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Parce que des fois, tu vois, bah, au bout d'un moment, tu vas être dépassé quoi. Mais tenir le wagon justement de la créativité, de l'innovation et tout ça. Et voilà quoi. Et puis on a un métier qui est, mais qui est magnifique. On a un métier qui est Passionnant. magnifique. Donc, euh, donc voilà quoi. Et en parlant d'innovation, et de création, tu peux nous parler justement de cette tourte, c'est ta signature, ça, il me semble? Parce Alors que ça, non. Alors non, ça, non. Ça, c'est une spécialité. Ça, c'est une spécialité angevine. Alors c'est pas très connu. Ça d'accord, s'appelle le pâté aux prunes en fait. OK, Alors bon, moi j'avais dit que j'en ferais pas, mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ça, en fait, c'est une pâte. C'est comme une pâte à foncer un petit peu. En fait, c'est un OK, gâteau qui se faisait dans les campagnes, dans les fermes, à la période de la reine Claude. En fait, les prunes, c'est des reines Claude. OK, C'est de la pâte. Il y a des prunes en fait de la reine Claude. Tu mets du sucre et tu refermes. Et en fait, à la cuisson, tes prunes avec ton sucre, ça va venir faire en fait un sirop en fait. Et tu viens en fait napper en fait. Le sirop en fait par la cheminée qui est au milieu. Tu viens en fait oui, mettre un pinceau et puis tu viens en fait siroter en fait la pâte, ce gâteau-là. Alors d'accord, pour la petite histoire, j'ai Olivier Potin qui a travaillé chez nous en tant qu'ouvrier et maintenant qui a installé. Euh, c'est grâce à lui que j'ai fait ça parce que voilà, c'est un peu sa recette. Et Olivier, la première année, ils avaient créé le championnat du monde de pâté aux prunes. OK, Énorme, énorme. Et donc pour la déconne, on dit bon, Olive, on t'inscrit champion du monde. Putain, il gagne le championnat du monde de pâté aux prunes, qui est quand même assez interne à Angers, hein. Donc voilà. Donc Olive, il a le titre de champion du monde de pâté aux prunes, mais voilà. Donc pendant un an, on a eu ce titre-là, voilà du meilleur pâté aux prunes du monde qui est vraiment centré à Angers, quoi, chez nous. Donc voilà. Mais non, non, ça, c'est une spécialité angevine, ça. d'accord, OK. Et quand tu nous as parlé tout à l'heure, ah là, j'ai vu le crousti, je crois qu'on le voit Le après, croustwich. ouais, le crousti witch. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai OK, inventé. Ça a été inventé, alors ça, je l'avais vu, tu vois, je l'avais vu dans les Deux-Sèvres chez un client, mais dans les tout départs que je venais de commencer. Et c'est vrai que, alors, pour expliquer ce que c'est, en gros, on garnit pas les sandwichs. Ça, c'est pour faire les sandwichs. Et on garnit pas les sandwichs comme on fait classiquement. Tu coupes ta baguette, tu mets ta garniture, tu refermes. Ok. Nous là, c'est présenté en fait sur des réglettes. ah Pardon. oui, j'ai déjà vu. Et en fait, tu mets ta base de salade et puis après tu mets tous tes ingrédients et tu le montes un petit peu comme si tu montais une assiette en fait. Et nous, on présente comme ça, en fait, ça te fait une vitrine bah, qui est hyper colorée. Et le client, il choisit sa garniture. Et chez nous, en fait, il choisit son pain. Donc, il a le choix entre trois pains. Pain de tradition avec des graines ou alors ciabatta. C'est un pain à l'huile d'olive, un peu plus OK, moelleux. Et le client, il peut manger la même garniture mais 3 jours de suite avec trois pains différents. Il aura pas le même sandwich. d'accord. Et alors moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé, enfin,
pour moi, c'est une vraie révolution. Pour moi, ça, c'est une vraie révolution dans le sens où, alors on fait des analyses, hein, bien sûr, euh, avec un laboratoire, mais tes garnitures, tu peux les garder 36 heures. Alors, premièrement, moi qui suis boulanger, et ça, c'est un copain qui m'a dit ça, il me dit, mais le meilleur sandwich, Michael, que tu fais, c'est pas quand tu viens de ramener ta baguette à la maison, tu la coupes, tu fais ton sandwich et tu le manges. Ton pain, tu vois, il est croustillant et il est pas Ouais, ramolli parce que quand on fait des sandwichs en boulangerie, on est obligé souvent de mettre du cello et puis derrière on est obligé de les mettre en vitrine à 3 degrés, mais ton pain il est tout détrempé et mm, ça te fait un truc un peu indus quoi. Et moi, ouais, moi j'aime bien en fait quand mon sandwich en fait il est quand même encore un peu croustillant quoi. bien Donc, sûr. donc, premièrement, bah, j'ai un vrai sandwich. J'ai pas un sandwich qui ressemble à un sandwich Indus. Et deuxièmement, et ça c'est le gros plus du truc, c'est que en fait tu peux garder tes garnitures sur 2 jours. Par exemple, je fais une garniture, vu que je peux la garder 36 heures sous cloche, bah en D'accord. fait j'ai pas de perte. Et nous, on a quasiment pas de perte. À Ah, c'est l'heure génial ça. à l'heure où vraiment il y a vraiment des gens qui meurent de faim. Moi je l'ai vu, hein, enfin vraiment, euh, tu sais, on n'a pas le droit de jeter quoi. Et souvent, Ah oui. souvent quand je voyais la perte qu'il y avait, ça me rendait fou. Et donc ce système-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est. Alors je touche zéro sous dessus. Hein. Je juste pour voilà, j'ai pas de royalties dessus, rien. Mais c'est un vrai concept pour moi qui aide les boulangeries-pâtisseries à réguler leurs ventes, à avoir un beau linéaire. Parce qu'en fait, un sandwich, quand il est fermé, bah, en fait, il est fermé. Que tu aies du saumon à l'intérieur, du poulet, de la copa ou quoi que ce soit, Ouais, ça met en pas fait, en valeur ce qu'il y a dedans, ben quoi. non. Mm. Ben non, en fait. Donc, en fait, là et ça te fait des beaux linéaires de vente. Donc voilà, Twitch un petit peu à quoi ça sert, quoi. D'accord. Ah, mais c'est trop bien ça. Mais j'avais Ouais, déjà c'est vu, c'est sur des réglettes un petit peu métalliques, c'est ça? Voilà, t'as métallique. Maintenant, ils font plusieurs choses. Tu peux avoir des réglettes jetables. Ils ont même travaillé, je crois, à un moment donné, sur des réglettes qui pourraient être compostables. Enfin, voilà, c'est vraiment une entreprise qui avance, qui cherche en fait à voilà, à s'allier. Enfin, tu vois aussi à avancer en fait. Donc, D'accord. mais oui, oui, à la base, c'est des réglettes métalliques en fait avec un petit revêtement en fait avec un petit revêtement qui fait que quand tu vas basculer en fait ta garniture dans ton pain en fait Oui. bah ta réglette elle est propre et ils ont un petit système en fait de balancier. Tu mets ta réglette, elle est aimantée et après en fait tu viens mettre ton pain comme ça et tu bascules et ton sandwich il est garni. Donc moi, au départ je m'étais dit mais ça va être hyper long et tout ça. Ça fait partie des choses. Euh, Ça, je peux pas l'enlever. Je peux pas l'enlever. C'est clair D'accord. et net. Si je dis à ma team de vente, demain on arrête ça, ils vont me sauter à la gorge. Parce que c'est rapide, parce que le client il a le choix, il voit Il fait vraiment la vraiment. différence, quoi, en termes de Ben qualité. Bah oui. ouais, ouais. Pour moi, tu vois la fraîcheur. Puis en plus, on a un cuisinier. Nous, on a un super cuisinier. Romain, c'est vraiment un super cuisinier. Il nous fait des trucs, mais Romain, il a travaillé notre cuisinier. Il a travaillé dans des restos gastronomiques étoilés. D'accord. Et quand il est venu travailler chez nous, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un gars qui a bossé dans les restos gastro, il va venir, en gros, dans une boulangerie. Mais en fait, il s'éclate. Mais on fait tout maison. Enfin, l'autre fois, il nous a fait cet été, il a revisité l'œuf mimosa. D'accord. Il nous a fait un sandwich en revisitant l'œuf mimosa. C'était magnifique. Il fait des trucs. Là, il fait du pulled pork en ce moment. Enfin, on fait tout. Enfin, incroyable. Ah ouais. Et c'est vrai que quand tu travailles, bah, tu veux travailler des belles viandes, des beaux fromages et tout ça. Bah, encore une fois, quand tu le mets dans un sandwich, bah, en fait, tu vois pas ton truc. Mmh mh. Donc Et voilà un donc, petit en peu. fait, il est caché et ça te permet d'avoir, bah, justement des produits, différents, des marinades et que ça soit plus appétissant et comme tu dis, le fait de pas gaspiller, ça
C'est Ah, mais c'est, incroyable, quoi. C'est, mais en fait, c'est, il y a que des avantages. C'est frais, ça croustille, et en plus, eh ben, ça se garde, t'évites le gaspillage alimentaire. Ouais, c'est c'est trop ça. bien. Ouais, c'est exactement ça. Et tu pourrais donner quoi comme conseil, du coup, aux jeunes boulangers, là, qui nous regardent, pour rester à la pointe de l'innovation et tout en préservant le savoir-faire traditionnel? C'est un peu ce que tu as avec, ce qui s'est passé avec Krusty Non, Euh, Krustwitch. Krustwitch. Krustwitch, ouais, Krustwitch. Ben, en fait, c'est vraiment de rester. Bref, nous, on a des métiers de passion. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que faut vouloir en fait se lever de bonne heure. Pour certains, travailler les week-ends. Pour moi, déjà, c'est continuer de se former. On a la chance en France d'avoir des fonds de formation, de pouvoir se former. On a des super professionnels. Euh, et quand tu continues en fait à chercher, à aller faire des formations, bah en fait tu reviens. C'est comme si tu remettais de l'essence dans la voiture en fait. Moi Bah quand oui, je pars, ok. nous Ok. quand on est parti ensemble là avec toute l'équipe qu'on avait, bah, on était un concentré de passionnés, on était 10 passionnés, 12 passionnés. Mais je suis revenu, mais j'avais du carburant pour 25 quoi. Donc c'est vrai que quand tu faut faire des formations, voilà, faut rester voilà et ça voilà, c'est pour moi c'est ça en fait. Faire des formations, aller rencontrer du monde, sortir de son labo parce que souvent en fait S'enrichir des autres, quoi, en fait. C'est complètement ça, parce que que ce soit en formation ou de rencontrer des gens, sortir, bouger. ouais, Et c'est t'as, ça. oui. Non, vas-y, Non, je je disais t'écoute. du coup, eh ben, on va en profiter pour regarder une petite vidéo de toi quand tu faisais des formations justement pour voir un petit peu l'esprit de. Ça me fait une belle transition, tu vois. C'est parti. Burattini e marionette, ben pensanti e predilette, sono sempre loro, dai, che ci inganna, non lo sai. C'è chi aspetta e c'è chi spera, cerchi il giorno mai già sera, sono tutti buoni su, ma a pagare sei sempre tu. Pubblicò la sua condanna, trova pane alla sua mamma, tutti bravi da lassù, ma a soffrire sei sempre tu. J'aime bien la petite vidéo parce qu'elle te représente vraiment. C'est-à-dire souriant, bonne humeur. Et là, on peut voir justement toutes ces formations. C'est vrai qu'on a tendance des fois à penser bah, qu'on apprend le métier, on apprend une chose et puis on travaille. Mais si on continue, voilà, de sortir un petit peu de son labo et s'entourer, c'est comme ça que ça nous fait évoluer. Complètement. Euh, ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit décalage, j'avais oublié. Est-ce que tu utilises les nouvelles technologies qu'on peut trouver en boulangerie comme l'impression 3D alimentaire? Alors l'impression 3D alimentaire, non. Non, pas encore. Là vraiment, l'année dernière, j'ai été avec Alexandre Lomain. J'ai été faire une formation avec Alex, qui vient d'être titré meilleur ouvrier de France en boulangerie. Ok. Et Alex, il a vraiment utilisé énormément l'imprimante 3D, quoi. Les moules en silicone et tout ça. Et c'est vrai que là, il y a vraiment, il y a un truc énorme à faire. Alors moi, quand j'ai à en faire, j'appelle un gars et en fait, c'est un gars, j'en fais faire sur mesure. Mais c'est vrai que je trouve ça génial. Enfin, je trouve ça génial maintenant tout ce qu'on peut faire. Par exemple, l'année dernière, j'ai mon apprenti pâtissier, Raphaël, qui était en finale des meilleurs apprentis de France pâtissier. Ok. Et on avait fait faire un moule. Il avait un éclair au chocolat à faire et on a fait une matrice pour justement faire
pour que l'éclair, en fait, le glaçage, ça ressemble en fait à un grain de café. On avait fait un praliné D'accord. collé café là, qu'on venait poser dessus, et c'était top. Donc voilà. Mais là, je suis en train de refaire un labo justement de pâtisserie, Ah, là, tu reviens à la et banque? Ok. ouais, on refait un labo parce que on commence à être un petit peu à l'étroit, et puis voilà, on va remettre des machines et tout ça. Et comme une jet d'eau, comme voilà, comme toutes ces machines-là qui maintenant pour moi sont assez indispensables. Et c'est prévu justement d'avoir une imprimante 3D, un truc pour faire des pochoirs, voilà, tout ça pour justement pour que les gars en fait ils puissent, s'ils veulent, ils puissent en faire quoi. D'accord. Ah, bah, c'est cool. Ouais. Parce que là, du coup, après, il y a plus vraiment de limite. Nous, on le voit en pâtisserie déjà, comment ça a tout changé. Mais toi, tu vois comment, en fait, l'avenir de la boulangerie artisanale, vraiment, face à toutes ces innovations technologiques? Pour moi, faut pas être contre, faut pas être contre, faut pas être contre l'innovation en fait. Il y a des choses qui te parlent, il y a des choses qui te parlent moins en fait. Ouais. Mais après, ce qui est pas évident en fait, c'est que quand tu as vraiment une vraie innovation, c'est d'arriver en fait t'arrives à une patte doigt, ok? Et puis Oui. tu prends à droite ou tu prends à gauche en fait. Tu prends le chemin ou tu le prends pas en fait. Donc, et puis en général, tu as un chemin qui t'amène vers la falaise, ou tu as un chemin qui continue en fait, où la route en fait elle continue. On a Ouais. eu le cas, nous par exemple, quand ça a été l'arrivée de la baguette de tradition française, Oui. où ça a été, enfin à l'époque, c'était donc il y avait plus d'améliorants dans, parce Oui. que c'était une époque où le pétrissage était vraiment intensif, c'était gavé d'améliorants, et fallait refaire à l'époque une baguette sans additifs, donc on avait pu le savoir forcément. Fallait recommencer plus tôt le matin parce que les farines tenaient pas, et voilà. Et donc ceux qui n'ont pas pris le chemin en fait justement de la tradition, qui sont restés justement dans le pain courant, dans le pain blanc, bah, on voit bien que maintenant en fait du pain courant il y en a de moins en moins, Oui. et la tradition en fait elle a fait son bonhomme de chemin. Donc Mm. pour moi en fait, quand il y a une évolution quelconque qu'elle soit, faut vraiment souvent en fait on a tendance à dire non parce que l'humain en fait il a peur du changement, c'est Oui. intrinsèque. Dès que tu as un changement quoi que ce soit, c'est intrinsèque, il a peur. Donc en général il dit non, et après il va dire ouais mais je suis pas sûr, puis après ça va être naturel quoi. J'avais vu Oui. un exemple où il disait en fait, il prenait l'exemple pour le droit de vote des femmes à l'époque. Bah, attends, mais les femmes, une femme, ça peut pas voter. Et puis après, ben non, mais si les femmes elles votent, elles vont vouloir le travail. Et puis derrière, qui est-ce qui va rester à la maison? Puis maintenant c'est naturel, et c'est normal. Hein. Mais voilà, donc dès qu'il y a une innovation, quelle qu'elle soit, en fait, faut déjà essayer de prendre un peu de recul, et puis essayer d'analyser. Mais pour moi, moi, l'autre fois, j'étais sur ChatGPT en train de regarder des trucs. J'ai posé une question à ChatGPT: comment améliorer ma brioche? Comment améliorer la conservation? Il m'a sorti un listing de trucs. Tu te dis, mais c'est ouf, c'est ouf. Donc pour moi, en fait, faut vraiment les prendre. Tu les prends, tu fais tes essais, et puis derrière, encore une fois, ça va te parler ou ça va pas te parler, quoi. Mais non, non, moi ça va aider. Comme nous en boulangerie, l'arrivée des chambres froides, ça a été une révolution. Au lieu de commencer à 8 heures du soir, maintenant nous on commence à 4 heures. Donc le congélateur, la congélation pour la pâtisserie, tout ça, toutes les machines maintenant, les dresseuses, le pistolet, là, Mathieu, on a un ami en commun avec Annabelle. Quand la première fois que je l'ai vu avec son pistolet à peinture là, mais je dis mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et maintenant, bah on s'en sert tout le temps. Donc faut pas être contre. Non, non, faut pas être contre les innovations. Faut vraiment y aller quoi. Parce que souvent c'est une aide. C'est une aide. Et l'inspiration pour des nouvelles recettes de pain, parce que là on parle d'innovation, mais dans le pain on peut dire, enfin ce qui est dingue c'est que à la base t'as si peu d'ingrédients, mais tellement de possibilités. Et justement rien qu'avec, on sous-estime tous les facteurs, la température, bah comme tu disais le pétrissage intensif, le choix de sa farine pour avoir des pains, des nouvelles recettes.
Est-ce que tu sors à chaque fois une nouvelle sorte de pain ou comment ça se passe ou à l'issue d'une rencontre, tu t'es dit tiens, j'ai adoré ce pain-là, je vais le faire dans ma boutique? Euh, Ouais, il y en a. Ça m'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. On fait un pain miel noisette raisin, par exemple. On fait un Ok, pain miel noisette raisin sur une base de tourte de meule. ok, Et j'ai vu ça à Paris, chez un copain. On était un peu à l'arrache. Il faisait des belles tourtes. Donc ça te fait un pain un peu caramélisé avec les raisins, le miel et il dit oh, putain, on était un peu à l'arrache pour manger le midi. Il me dit ah, excuse Mika, attends, j'ai un fromage à côté, je vais chercher un bout de fromage. Donc il va chercher un bout de fromage et je me souviens on était sur le coin du tour en train de manger ce pain avec les arômes de miel, de raisin les noisettes et avec le fromage, mais c'est un cocktail, mais je trouve mais magique. C'est un cocktail, c'est c'est génial quoi. Vraiment, c'est vraiment. Donc voilà, ça typiquement chez Anthony Bosson à Paris, c'était les boulangeries l'essentiel. ok. C'était vraiment 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 incroyable. Donc c'est vrai que alors nous les pains, en fait. Moi, les pains, j'ai un fond de rayon d'à peu près, ce que j'appelle un fond de rayon. J'ai voilà 6 je suis pas pour avoir enfin des grosses gammes même si on vient il y en a quand même beaucoup mais voilà moi j'ai un en pain spéciaux j'ai à peu près 7 produits tous les jours plus voilà deux ou trois optionnels en fonction de la semaine du week-end des jours D'accord. et voilà mais après c'est vrai que les innovations elles sont multiples alors déjà moi je travaillais pour un moulin Oui. donc, en fait toutes les variétés il y a plein de vieilles variétés de farine euh, nous, par exemple, là, moi, je fais un pain avec du petit épeautre, un petit épeautre doré. C'est un tout petite variété de petit épeautre, un petit peu le criollo du chocolat. Donc, Ouais. donc voilà. Ça, j'ai été chercher mon meunier, il a été chercher ça. Et voilà. Et derrière, avec tous les fruits, les graines qu'on peut faire. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment assez multiple. Après, moi maintenant, en fait, avant, mon métier, c'était un petit peu, fallait que je trouve des nouveaux produits en fait. L'objectif c'était de Oui. trouver des nouveaux produits. Alors des fois, les nouveaux produits, quand tu essayes de les vendre, ça marche pas forcément. Oui. Et l'objectif premier pour moi, c'est ça reste quand même de commercialiser quoi. Parce que si tu peux faire les meilleurs produits du monde, si tu les commercialises pas, bah Oui. du coup on a plus de boutique, on a plus de boutique, on a plus d'ouvriers, on a plus d'apprentis et le métier en fait il se meurt. Donc déjà quand on fait la gamme en fait, c'est déjà se dire alors voilà, est-ce que ma typologie de clientèle, elle va vouloir ces pains là par exemple? Enfin voilà, ça demande aussi de connaître sa clientèle, mais voilà. Donc voilà, moi j'ai une gamme en fait de pain à base de farine biologique. On est vraiment tous nos pains spéciaux sont à base 100% bio quoi. Donc voilà, on a des pains aux fruits, on a des pains complets, des pains semi-complets. Ça, c'est un pain, le pain que vous voyez, alors, je sais pas s'ils voient, mais c'est un pain en fait avec un mélange de trois farines. On a de la farine type 80, on a du grand épeautre, on a Ok. un petit peu de seigle, et puis on a un mélange de quatre graines, on a du lin brun, du tournesol, du sarrasin et des graines de soja. Dedans, je rajoute un petit peu de malt. Alors avant, je mettais du miel, mais voilà, donc là j'ai un petit peu de malt. Le malt, ça s'utilise beaucoup dans les pays nordiques. En fait, ça D'accord. va rapporter en fait de la fraîcheur à la mie. Donc la mie, elle va mieux se conserver et ça va rapporter une certaine sucrosité et Ok. ça va un petit peu diminuer l'acidité du levain. Parce que ça, c'est un pain qui est fait au levain. Et c'est vrai que des fois, le goût de levain, ça peut arrêter parfois si le levain il est un petit peu fort, ça peut arrêter un petit peu du monde. Donc voilà. Et ça, c'est un pain que je fais en grosses pièces. Voilà, chez moi, c'est une pièce d'1,8 kg que je vends soit entier, soit en demi, soit en quart. Ok. Et voilà. Et on fait aussi des tartines à base de ça en fait. Ok. Ah ouais, ça doit être Donc, pas mal ça. c'est Moi, j'aime excellent. bien quand t'as le bon goût de levain. Là, moi, justement, j'aime bien quand il y a une D'accord. acidité. Ouais, c'est cool. Et tu vois, on parle de savoir-faire du pain. Toi, t'es vraiment dans la fermentation lente. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que
enfin, comment tu peux expliquer déjà les atouts de la fermentation lente et le, en termes de qualité de pain, j'avais entendu aussi d'un collègue, moi, tu vois, pareil, rencontre, il m'avait dit, moi je disais, ouais, je tolère de moins en moins le gluten, et il me dit, non, mais ça, il me dit, c'est parce que tu manges pas le bon pain. Si tu manges un bon pain qui a fermenté lentement, tu n'auras pas de problème. En fait, expliquer à nos apprenants, en fait, qu'il faut avoir enfin, la passion, la patience surtout. Enfin, pourquoi c'est important d'avoir une fermentation lente, que ça soit en termes de saveur et de nutrition. C'est, en fait, alors c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait. Alors déjà, ouais, il faut du temps. Et Ouais. avec le temps, en fait, le temps de la fermentation, on va venir dégrader le gluten. Alors le gluten, souvent, c'est un petit peu considéré comme le diable. Mais quand tu fais une fermentation au levain, que tu boostes pas la levure comme un malade, ben, en fait, tu es obligé de laisser le temps à la pâte de fermenter. Et pendant que ça fermente, ben, en fait, tu viens dégrader et casser en fait ton gluten. Et plus ton gluten en fait, bah, il est dégradé, bah, c'est c'est comme si tu essayais de manger, tu vois, une côte de bœuf en un morceau, ou alors, bah, si tu le manges par toute petite bouchée en fait. Bah là, en Oui. fait, c'est quand même un petit peu plus facile. Donc en fait, c'est ça en fait. Le gluten, avec la fermentation, il va tellement être dégradé. Et en plus, avec la fermentation au levain, t'as des, voilà, t'as encore d'autres dégradations qui se créent et en fait qui, elles, aident justement à la digestion. Le fait que, par exemple, les pains spéciaux, on ait des mâches un petit peu plus denses, tu vois, Mhm. ben Oui. en fait, tu vas mastiquer en fait. Et Oui. déjà, la base en fait de la digestion, c'est déjà la mastication en fait. Eh Parce qu'en oui. fait, tu viens déjà avec les sucs digestifs en fait, enfin tu vois avec ta salive et tout ça, en fait, tu vas venir en fait déjà commencer à prédigérer ça. Donc pour revenir en fait à la fermentation, ça va permettre déjà de dégrader en fait ta protéine, ton gluten, et ça va permettre aussi de développer en fait des arômes comme un fromage, comme du vin, comme D'accord, ouais. qu'est-ce que je pourrais prendre, même une viande maturée par exemple, une viande Mhm. maturée, des choses comme ça. En fait, tu vas Développer venir en les fait arômes et complètement et puis créer une espèce d'osmose en fait. Tu vois, c'est comme il y a des choses, tu vas le manger et puis en fait c'est meilleur le lendemain, tu vois. le Non mais bœuf c'est vrai. bourguignon. Ouais, bah complètement. Le bœuf bourguignon, tu vois, c'est meilleur le lendemain. Il y a des gâteaux, des fois, il y a des gâteaux. Alors après, c'est toujours pareil, c'est toujours question de goût. Mais il y a des choses, bah tu vois, des fois le lendemain, tu vois, c'est meilleur en fait. Mm. C'est meilleur ou différent, tout dépend Oui. de quel point on se situe. Mais tu vois, t'as une espèce d'harmonie en fait qui peut se créer en fait. Ouais. Vous avez sûrement ça aussi derrière en pâtisserie en fait. C'est En tout pareil. pâtisserie, même en chocolaterie, je m'en rappelle, t'en avais une petite anecdote, on était à Ferrandi, il y avait des étudiants qui avaient fait des chocolats de Noël avec un petit piment dedans. C'était légèrement pimenté, c'était bien et tout, et puis on l'avait goûté un mois après, et le truc, en fait, le piment avait continué d'infuser la ganache. Ah ouais. C'était C'était, immangeable. voilà, ouais. Non, enfin, c'était C'était pimenté, chaud. on va dire. C'était spicy. Mais oui, après, quand on dit ça, mais tu fais ça avec de la vanille, par exemple, qui continue d'infuser. C'est pour ça qu'on parle des infusions à froid. On veut toujours infuser à chaud, une crème, mettre de la vanille, bam, faire bouillir pour que ça aille vite. Bah pareil, si tu fais pareil une torréfaction de café, une torréfaction lente, tu mets ta crème et là, ta crème elle reste blanche et t'as les arômes du café qui parfument en fait ta crème. Donc c'est pareil partout, mais en fait, parce que t'aromatises, donc tu comprends ce fait-là. Alors que quand là tu me parles de donc fermentation lente, je pense que c'est pas rentré dans la tête de tout le monde que c'est vraiment un gage de qualité pour développer les arômes. En fait, je pense que pour quelqu'un, une viande maturée, ça va avoir
une connotation, oui, supérieure. Là, fermentation lente, faut vraiment comprendre. Moi, j'ai vraiment compris, mais que depuis trop peu de temps, en fait, que c'était vraiment un gage de qualité. C'est comme quand tu pétris lentement ton pain et que tu le pétris pas super vite pendant très longtemps pour que ça aille très vite. Du coup, tu as une mie qui est pas régulière, couleur crème, t'as ce bon goût là dans la baguette chaude qui vient sortir et t'as pas, il y en a, il faut manger du pain pour manger du pain, qu'il soit blanc ou autre et tu vois, moi, manger un bon pain là où tu sens bien le goût ou le levain, c'est incroyable quoi. C'est Ouais. ça. Et le temps, en fait, c'est vrai que on est tellement dans une ère où c'est vrai, comme tu dis, en fait, faut tellement aller vite partout, mais Bah oui. il y a des choses, en fait, tu peux pas squeezer des étapes. Faut laisser le temps au temps. Et puis en plus, enfin, dans une organisation, quand tu t'organises, mais ça se fait super bien en fait. Tu peux laisser le temps, tu peux laisser le temps d'autolyse. Nous, on fait des grosses autolyses. Autolyse, c'est tu mélanges ta farine et ton eau, et en fait, tu commences déjà en fait à dégrader ce qu'on parlait tout à l'heure, en fait, Oui. le gluten. Voilà, et t'as toutes tes protéases et tout ça qui rentrent en action, tes sucres qui commencent un petit peu à se séparer. Et donc en fait, quand tu fais, quand tu t'organises, ça se fait super bien quoi. Après, ça demande un peu de technicité quoi. Et c'est Oui. là où on en revient, où faut aller se former quoi, où faut aller Il se faut aller se former, former. mais derrière, tout se fait. Quand tu dis se former, mais c'est apprendre par exemple la texture, tu vois. Moi, je vois beaucoup que ça soit en pâtisserie, enfin oui, en pâtisserie ou en viennoiserie. C'est-à-dire que quand on veut faire juste un feuilletage ou une détrempe, moi en tant que tutrice et donc j'ai beaucoup de corrections et on me dit bah je comprends pas la pâte, ça a pas fonctionné. Donc j'avais fait une masterclass où j'avais bien expliqué en fait que même si tu as une recette, même pour par exemple pour une pâte à choux, en fonction bah, de où a été stockée ta farine, si elle était dans un endroit ultra sec, de la température de l'eau ou autre, ta pâte à brioche, bah il y a marqué sur une fiche technique, bah c'est 10 minutes de pétrissage, bah en fonction de, bah non, moi là je vois, au bout de 10 minutes, ça s'arrache. Donc j'avais bien expliqué comment faire le réseau glutineux et qu'en fait tu fais en fonction de ça. Après voilà, faut pas dépasser la pâte à brioche, je crois que c'est 25 degrés, c'est ça? Tu, ah, Ça va dépendre de ta recette, mais d'accord, ça va dépendre de ta recette, mais ouais, faut pas trop la chauffer, ouais. Faut pas faut pas faut trop pas la trop chauffer. la chauffer. Ça dépend de ta recette. Moi, tu vois, ma recette, moi, ma brioche, je la sors entre à peu près 29-30 degrés. Ah oui, d'accord, Mais, ok, mais parce que c'est une brioche une brioche plutôt typée vendéenne, donc avec beaucoup de sucre. Comme il y a d'accord, beaucoup de sucre, l'excès de sucre freine la fermentation. oui, Donc en ok. fait, il faut que tu aies une pâte plus chaude pour l'aider justement en fait à fermenter. Faire Mais oui, l'équilibre. oui, la balance, toujours. Mais voilà, mais t'as raison. En fait, la base, c'est vraiment de regarder en fait son réseau de gluten. Son réseau de gluten, ça c'est la base. Ça c'est la base. Et après, alors nous dans nos métiers, il y a un côté en fait, il y a un côté. En fait, on appelle ça le toucher de patte en fait. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est un petit peu comme moi, je mets ça au même niveau que le sens artistique en fait. Tu vois, Oui, moi quand je vois les pièces artistiques et tout ça, je suis fasciné par ça. Moi, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai pas forcément quoi. J'aimerais l'avoir, mais c'est pas mon fort. Donc voilà. Et le toucher de patte, en fait, bah, tu vois, tu l'as ou tu l'as pas. C'est comme la musique, c'est comme le sport. Après, ça se travaille. Après, ça se travaille oui. quoi. Après, ça se travaille. Mais voilà quoi. Mais c'est vrai que le toucher de patte, après, c'est avec. Mais t'as entièrement raison. Premier truc, le réseau de gluten. Tu regardes, c'est comme un chewing-gum. Prenez toujours en exemple un chewing-gum. Tu le mets dans la bouche au départ, tu peux pas faire de bulles. Tu mastiques, t'as de la salive. C'est comme si tu pétrissais et tu mettais de l'eau en gros. Et avec le pétrissage, avec la mastication, au bout d'un moment, tu peux arriver à faire une bulle. Et ben Oh, c'est pareil. j'adore la métaphore, mais c'est incroyable. Mais ça, c'est un super conseil, ça.
Parce que Donc, et quand, c'est important là, ouais. T'as et, tout à fait raison. et ton chewing-gum, quand tu le mastiques de trop, bah au bout du bout, tu peux plus faire de bulles. Quand tu pétris trop, tu peux plus, ton réseau de gluten, il peut plus en fait développer. Comment tu sais que que t'as trop atteint, que t'as sur, enfin, que t'es arrivé à l'autre côté, quoi? Non mais Comment tu le sais? Souvent en fait, c'est que tu prends ton gluten et puis oui, ça. Alors il y a un fait visible. En fait, des fois, ça te fait des fils en fait. oui, Si tu vois que ton gluten en fait, ça commence en fait à te faire des fils en fait, si ça commence à te faire un petit peu des fils, là, stop. bah, c'est stop et une pâte surpétrie en fait, souvent, tu vas courir. Quand t'es cramé, t'es cramé. D'accord. Toi qui cours beaucoup. Oui. Le gluten, en fait, faut se dire que c'est un muscle. Faut se dire que c'est un muscle. Donc, en fait, tu l'entraînes, tu le pétris, tu l'entraînes pour l'étirer. Mais si tu tires trop, ton muscle, il déchire, en fait. Et OK. si le muscle, il est déchiré, bah, tu peux plus rien en faire. OK. Ah oui, non, Donc, ça sur le corps humain, ça peut se remettre. Mais OK. sur notre gluten, quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est On mort, c'est refait. mort. On On refait. refait. Est-ce que du coup, quand tu ce surpétrissage, qu'est-ce que ça va générer comme défaut, par exemple, pour nos apprenants qui, s'ils s'en sont pas rendus compte, est-ce que, par exemple, un croissant qui n'a pas assez feuilleté, ça peut être dû à ça, ou alors là, c'est un manque de pouce, tout simplement? J'essaye en fait de cibler ce qu'on peut retrouver parce que j'en profite que tu sois là, parce que le souci, c'est vrai que quand tu es en fait en distanciel, des fois tu peux pas voir vraiment. Donc nous on le voit avec des photos, on leur dit mais là justement faut en profiter que tu sois là, tu es là pour eux aussi et donner des petites astuces de comprendre enfin c'est génial de pouvoir avoir un MOV derrière et d'avoir plein de toutes ces petites astuces. Je sens qu'on est timide en question, mais alors t'inquiète pas, c'est pas la première fois. En général, quand il y a un meilleur ouvrier de France, je pense que les gens n'osent pas poser de questions. Alors, en fait, faut déjà comprendre à quoi ça sert le N'ayez pas gluten. peur. Faut déjà comprendre à quoi ça sert le gluten. Le gluten, comme je t'ai dit, en fait, tu mastiques, tu fais une bulle. En fait, l'objectif, c'est de retenir la fermentation. Le Ok, gluten, au départ, c'est comme si vous prenez un vêtement. Au départ, c'est plein de fils qui sont séparés. Tu vas pétrir, et en fait, c'est comme si tu venais coudre en fait ton gluten. Ton gluten, tu vas venir le lier, ok? Et quand il est lié, après, ça va te faire en gros une espèce de kawaii si on veut. Et en fait, bah, comme ce kawaii, il est costaud et il est élastique, tu vas pouvoir en fait, ça va pouvoir retenir la fermentation et du coup développer. Si ton gluten il est mal lié, il est mal pétri, bah c'est mhm, comme une maison en fait qui a pas de tuiles, qui a pas d'ardoise. Bah en fait la chaleur elle s'en va. Bah ok. tes gaz de fermentation en fait ils passent à travers et du coup bah ça pousse pas ou ça pousse peu. Et si tu as trop pétri, bah en fait là t'es pas lié. Là t'es lié, t'es lié, t'es lié, t'es lié, t'es lié, t'es lié, t'es lié et après t'as surpétri et après tu reviens à ta base. Donc du Hmm. coup, t'es plus lié, tu peux plus retenir tes gaz de fermentation, donc ça pousse pas. Pour en revenir au croissant, bah, c'est vrai que si t'es surpétri ou t'es sous-pétri, bah, tu vas pas non seulement retenir la fermentation, mais sur le beurre, tu vas pas retenir le beurre, donc tu vas pas faire des beaux feuillets. Donc, en gros, la leçon, c'est faut surtout pas sous-estimer le pétrissage. Et je pense que c'est souvent sauté. C'est comme nous, on en parle avec Brian, on n'arrête pas de parler de l'hygiène, de l'hygiène, de l'hygiène, de l'hygiène. Mais là, Ouais. en fait, voilà, viennoiserie, que ça soit là, du coup, ça peut servir à tout le monde, au pâtissier, au boulanger. Ou même là pour le pain, que souvent, voilà, on se dit ah ça a pas assez poussé, ou alors j'ai pas respecté ou alors j'ai respecté les temps, mais les temps des fois voilà c'est faut vraiment penser à votre réseau glutineux parce que si le pétrissage il est réussi, après honnêtement, enfin pour moi la pousse, surtout que j'ai essayé là en faisant une brioche à la maison, je l'ai pas fait dans le four, je l'ai vraiment fait à température ambiante, donc tu contrôles encore mieux ta pousse, ça pousse, on voit gonfler, donc c'est plus facile à maîtriser pour moi. Donc, faut vraiment
mettre un point d'attention et j'ai envie de le faire ce soir et merci du coup de m'apporter ces arguments-là, Mickaël, c'est ne pas sous-estimer le pétrissage en fait qui crée, comme tu dis, le tissage et l'importance en fait pour réussir que ça soit des feuillets pour un feuilletage, pour pousser une brioche. Avant, bah l'air passe, ça pousse pas. Si c'est surpétri, pareil, c'est détruit. Donc faut choper le bon créneau, C'est la la bonne base. texture, c'est la base. C'est la base. Qu'est-ce qui faisait que moi j'arrivais à m'en sortir partout, dans tous les labos, partout, c'est Oui. que en fait j'ai eu la chance d'avoir des bonnes bases et en fait c'est ces bases-là qui ont fait que peu importe que tu sois au Canada, que tu sois en Australie, à Hong Kong ou à Angers, si tu veux faire du pain, des machins, du pain, de la viennoiserie, de la brioche, Mm. il te faut toujours un bon réseau de gluten en fait. Donc derrière, bah, des fois, en fonction des farines, tu vas pétrir un peu plus. Si la farine elle est forte, elle va avoir plus de mal en fait à se tisser, mais elle va y arriver. Donc tu vas pétrir un peu plus. Puis des fois, bah, en fait, des fois la farine elle est un petit peu plus faible. Donc là, le réseau il va se construire plus vite. C'est comme il y a des personnes qui apprennent vite, des personnes qui apprennent un peu plus lentement, mais peu importe, peu importe. Au bout du bout, c'est d'arriver en fait, d'arriver à un résultat. Et quand tu fais attention à ça, t'as compris ça, mais t'as tout compris en fait. T'as donc voilà quoi. Ok. Bah Alors, top. moi, j'ai juste deux petites choses. Oui. J'ai réussi à trouver une petite présentation du concept Krusty Witch. Krusty Ah Witch. cool. Voilà. Crust, Alors, Switch. ouais, Switch. Ouais, c'est ça. Crustwitch. Voilà. Alors, a priori, c'est un concept qui est pas que sur le sandwich. Il y a Crustwitch salade. Bon, voilà. Je sais pas. Je t'ai trouvé en plus. Bon, pas sur cette vidéo, mais sur le site donc de Crustwitch. Ok. Tu as dû faire de la promo, peut-être quelque chose où tu travailles en collaboration. Je sais pas. Non. Ouais, ouais, en fait, ils sont. Enfin, voilà, moi, c'est vrai que euh, moi, quand j'ai découvert ça, en fait, je suis rentré. Encore une fois, là, c'est une histoire d'homme. En fait, je suis rentré. J'ai rencontré Christophe, le patron, qui est un mec génial. J'ai rencontré. Ils sont deux associés en fait. Un gars qui est plutôt en fait à voilà à l'innovation et tout ça. Et en fait, j'ai vraiment rencontré des personnes qui étaient hyper saines et hyper enfin, vraiment top quoi, vraiment top quoi. Et donc voilà, un jour, ils m'ont demandé de faire une photo puis de donner mon avis et tout ça. Donc j'avais déjà donné mon avis quoi. Alors, Ok. on peut parler par-dessus. Hein. J'ai enlevé le son. Ok. Donc T'as là, enlevé le son. on voit en fait. Bon, c'est une présentation, donc il y a un peu de. Hein. Waouh, c'est beau. Mais on va voir, voilà. Donc là, c'est vrai que tu as le Donc choix le du pain, pain. voilà. Voilà. Tu bascules et c'est vrai que ça te fait des sandwichs. En fait, t'as un linéaire. Moi, pour avoir fait un petit peu de formation en snacking, mais en fait, un sandwich quand il est garni, mais tu le vois pas. Là, tu peux le chauffer. Nous, il y en a une partie des sandwichs qu'on chauffe. Euh, donc voilà. Donc c'est vraiment un des choses moi installées qui est vraiment assez sympa. C'est vraiment un super produit ça. Ah oui, tu peux le faire pour les salades aussi. Ouais. Ah oui, ou les pâtes pour éviter d'avoir. Voilà, ouais. En fait, ça te permet d'avoir du snacking qualité restauration adressée minute. Complètement, C'est ça. complètement. Du snacking, mais qualité resto, quoi. Le Et saumon qui est snacké de Mmh. justesse, le truc qui est chauffé, le pain tac coupé, ça te fait. Ah, c'est. Ouais, en fait, voilà, c'est ça. Et Ça En puis fait fait, c'est fait du minute. c'est du snacking à la demande, et puis fait maison, et puis voilà, on envoie tout de suite. C'est-à-dire que le client choisit, voilà, que ça soit salade, sandwich, etc. Et puis on le voit, effectivement, c'est quelque chose qui est assez rapide a priori. Hein, ouais. oh, bah, c'est très rapide, c'est très très rapide. En fait, il y a un travail de mise en œuvre avant. Nous on fait les réglettes, il y a un petit cadre pour mettre les règles. Tu mets ta salade, enfin ça va vraiment vite, ça va vraiment vite à faire. Puis derrière, bah en fait tu dresses, enfin comme je disais tout à l'heure, comme une assiette en fait. C'est comme si tu dressais une assiette mais sur une réglette.
Et derrière, en visuel, encore une fois, moi, c'était aussi pour me démarquer. Alors, ça me parle en fait parce que enfin, moi, j'aime bien, toi, les beaux linéaires de pâtisserie quand c'est bien droit, quand c'est carré. J'aime quand c'est carré, quand tu vois, Ah, on voit t'as une des, photo de ta vitrine de pâtisserie, voilà. ouais, voilà. Donc, ouais, c'est assez carré. Et voilà. Et là, je trouvais ça sympa en C'est fait que plutôt tu puisses. rectangle, hein. Ouais, moi, je suis plutôt parti, ouais, sur Oh des non. gâteaux, voilà, plutôt rectangles. En fait, qui sont aussi, comme moi, qui fait pas mal de snacking. En fait, c'est aussi pratique à manger, en fait. C'est pas Oui. pour rien non Eh plus. oui, oui, oui. Non, mais oui. Donc voilà. Et ça, c'était vraiment, ça, c'est une rencontre. J'ai fait venir Thierry Bamas un jour, qui est meilleur ouvrier Oui, de France, pâtissier, oui. champion du monde aussi des arts glacés, je crois, un truc comme ça. Il avait gagné un championnat du monde. Et c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment parlé, en fait. Ça m'avait vraiment parlé dans la productivité, en fait. Le fait, voilà, de faire des cadres, de découper. Puis aussi, moi, je pense toujours à mes clients, en fait, à la praticité. Comment tu le manges, en fait. Mm. Mm. Quand tu es sur du takeaway, enfin, ça fait vraiment voilà, la petite bouchée que tu peux emporter et que tu peux manger partout pour la dégustation. C'est beaucoup plus facile, c'est vrai. C'est ça. Parce que souvent, en fait, on fait des produits, mais on pense pas aux clients. En fait, on fait des produits pour nous. En fait, on se regarde des fois un peu le nombril. Ah, regarde, j'ai fait un truc, c'est génial. Et en fait, le client, des fois, bah, en fait, tu manges, mais il se fait un peu chier, ou alors c'est pas équilibré. Donc voilà, faut vraiment penser au Oui. consommateur final. C'est lui qui nous fait vivre d'ailleurs. Hein. Donc Mm. Et de la manière dont il va le consommer, quoi. complètement, complètement. C'est vrai. Ok, Mickaël. Annabelle, il y a une petite question de Vincent. Oui. Ah, alors, j'ai Vincent qui nous dit bonjour, pain au levain, fermentation lente, il n'y a pas de pétrissage, donc comment savoir? Ah, je pense que c'est par rapport Pour tout le à l'heure mettre en, ouais, pour le moment de mettre en forme. Ah Ah, ouais. Ah oui, si c'est il a le moment de continué. le mettre en forme. Alors, je relis la question. Pain au levain, fermentation lente, il n'y a pas de pétrissage. Ah bon? Alors, il y en a, en fait, là, il y en a qui pétrissent plus le pain, en fait. Il y en a qui pétrissent plus le D'accord. pain. Ah En fait, d'accord. c'est un mélange grossier. C'est un mélange grossier. Tu vas mettre un petit peu ton levain, un petit peu de levain, et vraiment des quantités vraiment, vraiment minimes. Et D'accord. tu vas laisser, en fait, un petit peu comme ça, la pâte dans le bac. Ok. En fait, Et bon comment an, mal an, tu fais? elle va finir par se faire. Par contre, tu vas quand même être obligé, justement, de faire un petit peu des rabats et des mises en forme pour quand même pour quand même lier un petit peu tout ça. En fait, si tu fais pas ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas vraiment avoir quelque chose d'assez dense Danse. et ton pain, en fait, ton pain, en fait, il va pas développer au four. Pour moi, Mhm. l'objectif numéro un, quand je mets mon pain dans le four, c'est que j'ai un maximum de développement, en fait. En Mm. gros, pour schématiser, faut que mon pain il s'épanouisse. Bon, si mon pain en fait il développe, c'est qu'il est épanoui en fait. C'est là qu'on va avoir les belles alvéoles, on va avoir l'humidité en fait elle va partir, je vais avoir un bon ratio mi-croûte et voilà. Donc en fait l'objectif c'est que le pain en fait il est un maximum de développement. Si le pain il est développé, ça veut dire qu'il est heureux et qu'il va être bon. D'accord. Donc, comment il peut savoir si c'est le moment de le mettre en forme? Il faut qu'il fasse des petits rabats Eh et ben c'est encore notre histoire de gluten en fait. Le gluten. d'accord. Vous tirez et en fait le gluten ça a deux propriétés. Ça a une propriété élastique et extensible. Ok? Extensible, bah ça veut dire que on va pouvoir en fait, il va pouvoir pousser en gros voilà, il va pouvoir pousser. Et élastique, en fait c'est notre élastique, c'est notre gluten en fait qui va pouvoir retenir la fermentation. Mm. Alors D'accord. si t'as que l'extensibilité, bah en fait tu vas pas avoir l'élasticité pour retenir la fermentation et du coup bah tu vas avoir un manque de développement. Et au contraire, si tu es trop élastique, bah en fait ça va tellement être serré que ton pain il va pas développer et là ça va te faire des choses un petit peu caoutchouteuses. Tu vas avoir un manque de développement au four aussi. D'accord. Ça peut être
Je sais Et pas si... il nous dit, avec des farines délicates, il faut pétrir en vitesse lente. Oui. Plus, plus ta farine elle est faible, moins en gros bah t'as de gluten ou t'en as pas en fait. Oui. Donc moins ça va supporter en fait la mécanisation. Donc plus ta farine elle est faible, plus faut la prendre avec douceur. C'est comme une personne des fois qui est un peu fragile, on y va piano quoi. Piano, Alors, piano. moi, j'avais une petite anecdote personnelle. Donc, moi, j'avais ma propre boutique au Brésil, euh, pâtisserie. Mais j'ai voulu à un certain moment faire effectivement du pain. Parce que je me suis dit que c'était quand même plus intéressant de faire son propre pain pour le petit déjeuner, faire des tartines et faire du snacking, style voilà le classique jambon beurre. Donc au Brésil, ça marchait bien. Et donc je faisais des mini baguettes. Hein, je faisais pas des baguettes entières pour pas avoir de perte. Et je faisais mon propre levain. Alors, j'avais pas un grand choix de farine. Moi, je crois qu'il y avait que Bagatelle, Forichère, je sais pas si tu Ouais, connais. ouais, très bien. Voilà, donc j'utilisais une farine blanche et puis pour faire mon levain, j'utilisais leur farine complet. Donc, je crois que c'était à 150. Ouais, Et j'ai eu de l'aide d'un Brésilien qui faisait effectivement, lui, il avait sa propre boulangerie et il faisait que du pain, des grosses meules. Et il m'a aidé effectivement à mettre au point ce levain parce que c'est vrai que avec les températures, alors comme tu dis, il faut avoir les bases pour travailler effectivement et faire son pain. On peut le faire partout comme la pâtisserie, hein, même la viennoiserie. Mais c'est quand même plus compliqué quand il fait 35-40 degrés. Donc, faut faire attention effectivement à l'humidité, à la chaleur, etc. Mais moi, j'avais réussi à faire ces mini baguettes et il y avait quand même ce petit goût de ce levain à base de farine complète. Alors, je mettais du miel, hein, comme tu l'as dit au début. Euh, et c'est vrai que moi, j'avais fait un petit module de boulangerie avant de quitter la France, quand j'avais passé mon CAP pâtisserie. Et ça m'avait beaucoup aidé, donc d'apprendre les bases, entre guillemets, de boulangerie pour faire ce type de produit, quoi. ok. Ouais, Voilà, c'est top. Les bases, toujours les bases. toujours les bases, c'est important. Ouais. Oui, d'accord. Bah, en tout cas, bah, je sais pas ce que tu en penses, Brian, mais je pense qu'on va clôturer gentiment. S'il Oui, y a encore bah une... oui, parce que je pense qu'on a fait, on a fait le tour. Après, bah, je pense que de toute façon, on va partager ce live en replay pour bah, toutes nos formations, parce que c'est toujours intéressant, même si on fait pas on n'est pas en CAP boulangerie. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'apprendre Bien sûr. d'autres techniques. Et puis, pourquoi pas, quand on est pâtissier, bah, s'aventurer à faire un pain à la maison, un pain en cocotte, ou même faire son propre levain pour plus tard peut-être faire de la viennoiserie. Parce que c'est vrai que ça se fait aussi aujourd'hui avec du levain. Euh, voilà, on va partager tout ça avec nos apprenants. Merci, Michael. Avec plaisir. Ouais, merci C'était beaucoup ouais, pour super ton temps intéressant. précieux. Parce que là, Mickaël nous a fait vraiment le privilège Ouais, d'être là avec nous. c'est top. Vous savez que là, en ce moment, bah, c'est le rush. C'est là, on est encore dans le rush des galettes. Tu peux nous dire, Ouais. tu nous as dit lors des tests combien t'en avais fait. Ouais, C'est cette année, incroyable. on va en faire 5500, je pense, cette année. Donc, bon, pour, 5500 galettes, ça ne blague pas, hein. Ah ouais, 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 sur une boutique, ça commence à faire un peu de galette. Donc, en plus ouais. cette année, on a gagné le prix de la meilleure galette là du département. Ah D'accord. ouais. Donc voilà, ça aide bien à booster les ventes. Ok. Donc ça Top. t'a permis, ouais, c'est top ça. Parce que oui, faut savoir, hein, toujours boulanger, pâtissier, on vit au rythme des événements. Donc C'est ça, là, il y aura complètement. bon Mardi Gras un peu moins, mais la Saint-Valentin Il y a après Pâques. Pâques. On est Et déjà ouais, on est déjà en train de regarder pour les chocolats de Pâques, enfin ce qu'on bah va oui. faire et tout ça. On Ah bah essaye oui. tout le temps, voilà, d'être proactif. Là, on vient de finir Noël. On a déjà des idées de bûches pour Noël prochain. Faut Ah ouais. vraiment anticiper. Mm, mm. En fait, quand on anticipe les choses, ça passe crème, quoi. Mais Ouais, souvent, on a un métier, des fois, et on aime bien être dans le dur, tu sais, on aime bien être dans oui, le dur, et puis au dernier moment ou 15 jours avant, putain, on fait quoi? c'est vrai. Non, non, faut anticiper, faut prendre le temps, donc voilà.
Bon. Ok. En tout cas, merci Michael. Merci beaucoup. Merci C'était Annabelle. Bah, merci à toi, Brian. Et puis de toute façon, on met à disposition le replay sur la plateforme et sur Facebook. Tout à fait. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par email ou sinon directement à votre tuteur. À la semaine prochaine pour À un la nouveau live. Oui. On est Et- ce week-end, on va au Syrah avec Brian. Donc, ça va être top. On va vous Ouais. faire un petit reportage aux petits oignons. Ça va être incroyable. Au top. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, soirée. Mickaël. Bonne soirée Bye à toi. bye. Au revoir. Salut. Ciao.